Bonjour à tous si vous venez de nous rejoindre. Les plateaux se succèdent sur le Café des libraires d'heure en heure et tous les auteurs à peu près invités au festival America cette année passeront sur notre plateau pour présenter leur dernier livre sorti. Et là, comme je suis un petit peu impressionnée, j'ai demandé à Pascal Thuot, qui quand même organise ce festival avec Francis Geffard, de venir me rejoindre. Et puis sachez aussi que l'interview sera réalisée par Jérôme Deschamps et de Jean, qui est de la librairie 1000 pages à Vincennes, que certains d'entre vous peuvent peut-être connaître. Alors, tout à l'heure, on va appeler notre auteur sur ce plateau. Sachez qu'il sera traduit par la chef aussi, la chef des interprètes, Dominique Chevalier. Donc, je te laisse, Pascal. Oui, moi bonjour à tous et toutes. Je vais juste dire un petit mot avant. Bon, c'est un invité un petit peu spécial, un petit peu particulier. Vous l'avez compris, vous savez qui vous êtes venu voir. Donc on va pas plus attendre parce que là, on va parler évidemment de son tout dernier roman qui est sorti en fait en 2015, Perfidia. Et je vais donc, on va lui laisser la parole. Donc il a accepté de lire un tout petit passage. Et puis il y aura également une deuxième lecture pendant la conférence. Il a accepté de nous mettre dans le bain. Donc je laisse tout de suite la parole à Pascal qui va nous annoncer le nom tonitruant de l'auteur. Lorsqu'il apparaît, tout disparaît. Vous l'attendez avec fébrilité, ses pas brûlent les planches. Ladies and gentlemen, please welcome Mr. James Ellroy! Je crois que je vais aller chercher le livre, non? Bonjour James Ellroy. Hey Dad, what is that? Hangs on you like a baseball bat. And now Mama, that's that thing. It fits your wazoo like a diamond ring. Et il faudrait que je traduise en rime. Il faudrait que je traduise en rime. En gros, bienvenue à tous. Woof woof, hear the demon dog bark. He's got a 12-inch wanger that glows in the dark. His brain is big, but his dick is bigger. His right wing fingers on the nuclear trigger. Yeah! Là, en gros, on parle du loup qui a une bien grande bite, même s'il a un petit cerveau, et en tout cas, il est là pour tout déchirer. Alors James, est-ce que vous voudriez continuer sur ce ton et nous lire peut-être en préambule, avant de parler du livre, de votre livre sorti en 2015 chez Rivage, Perfidia, est-ce que vous voulez nous lire un tout petit morceau pour nous mettre dans le bain? There's nothing I would rather do, Jerome, than read in English the prologue to Perfidia. Rien ne me plairait plus que de vous lire en anglais le prologue de Perfidia. Reminiscenza. I wandered off in a prairie blizzard 85 years ago. The cold rendered me spellbound then to now. I have outlived the decree and find myself afraid to die. I cannot will cloudbursts the way I once did. I must recollect with yet greater fury. It was a fever then. It remains a fever now. I will not die as long as I live this story. I run to then to buy myself moments now. 23 days, blood libel, a policeman knocks on a young woman's door. Murderer's flags a swirl.
23 days, this storm, reminiscenza. Alors, je vais pas lire ce passage, je pense que vous avez compris. 23 jours, justement, 23 jours, vous le citez 2 fois dans ce prologue, et c'est une des particularités de ce livre, de Perfidia. C'est, à ma connaissance, le premier qui soit aussi synthétique dans le temps. Comment avez-vous travaillé? Est-ce que ça vous a provoqué une urgence? Est-ce que ça vous a forcé à faire d'autres choses dans votre écriture? Perfidia is both my longest novel in terms of page and word count, and it's my shortest in terms of time elapsed, a brief 23 days. Los Angeles, in the immediate wake of the Japanese air attack on Pearl Harbor, was an around-the-clock city. People were afraid to sleep. We were, LA residents, under imminent attack from the Japanese. It never occurred, but there were blackouts during all the nighttime hours. People were engaging in immoral personal misconduct. They were drinking. They were using drugs. They were engaging adulterous misconduct. This book had to be written in real time. Perfidia est en fait mon roman à la fois le plus long que j'ai jamais écrit et aussi celui qui se passe dans le temps le plus court. L'Amérique, après l'attaque de Pearl Harbor, et en particulier Los Angeles, après l'attaque sur Pearl Harbor, était en état de guerre imminente. C'est-à-dire que tout le monde, ça n'est jamais arrivé, mais tout le monde s'attendait à ce que l'attaque arrive sur Los Angeles. Donc Los Angeles vivait 24 heures sur 24. Les gens n'arrivaient pas à dormir, les gens ne dormaient plus. Il y avait des blackouts, évidemment, mais en fait, rien ne s'est passé, qu'il y ait ou non des blackouts, mais pendant ce temps-là, du coup, les gens de Los Angeles vivaient une vie totalement dissolue. Ils faisaient des choses illégales, ils allaient vers l'adultère, tout ce genre de choses qui étaient totalement intenses et qui avaient lieu tout le temps, et de manière totalement illégale bien sûr, était quelque chose qu'il fallait raconter d'une manière ramassée, puisque c'était en 23 jours. Alors justement, ramassé et frénétique, c'est ce qui pourrait caractériser cette écriture dans cet ouvrage. Et l'autre intérêt, on vous connaît pour le Quatuor de Los Angeles, qui se passe entre 48 et 53, puis ensuite vous avez fait la trilogie Underworld USA, qui va des années 60 jusqu'au tout début des années 70, qui était plus politique. Et là, vous décidez, vous êtes né en 48, je le rappelle, et là, vous basculez dans le passé, en 41, cette fameuse nuit, puisque ça commence le 6 décembre et l'attaque est le 7 au matin, vous revenez dans le passé, et vous revenez avec des personnages qu'on connaît, qu'on a croisés dans vos autres œuvres. Est-ce que ça vous a fait plaisir, j'allais dire fait bander, de retrouver ces personnages et de nous les réintroduire d'une façon complètement différente? No, I went back and reread my own prior 7 novels and compiled fact sheets and chronologies pertaining to the ages and personal backgrounds, physical descriptions of my various characters. So it was easy to update them, so to speak, back to the past. My grand design here was to densify the previous 7 novels that I wrote and to densify everything as one coherent, psychological,
novelistic, historical whole 31 years of American history. Non, ce que j'ai fait, c'est que j'ai relu mes 7 romans précédents et puis j'ai fait des recherches factuelles sur l'époque que je voulais déployer. Et utiliser mes personnages a donc été extrêmement facile. Les mettre à jour à l'envers, si j'ose dire, a été extrêmement facile. Ce que je voulais faire, c'était de densifier mon œuvre et de la densifier en faisant quelque chose qui, sous forme de roman psychologique, rendait 31 années d'histoire de l'Amérique. Alors, densifier l'histoire de l'Amérique, c'est un peu ce qui vous caractérise depuis des années. Et c'est aussi, avec ce roman, justement, vous l'avez évoqué au tout début, cette espèce de frénésie, de panique absolue qui a pris Los Angeles juste après l'attaque. Mais c'est aussi un moyen pour vous, vous reprenez certains personnages, Kay Lake notamment, ou Dudley Smith qu'on a croisé dans vos autres œuvres, et vous développez un personnage très particulier. J'aimerais que vous me parliez un petit peu de celui-là, un personnage qui est d'origine japonaise, né sur le sol américain, qui est un espèce de génie scientifique de la police de Los Angeles, et qui va être un peu, quelque part, le fil conducteur de Perfidia. Et c'est un personnage que je trouve assez novateur. Vous vous êtes encore renouvelé dans cette façon de raconter. Parlez-nous un peu de Ashida. Hideo Ishida is 24 years old. He's Japanese-American. He's born in the United States, in Los Angeles. He is a brilliant forensic chemist. He works in the LAPD's crime lab. He has 3 doctorate degrees from Stanford University. He is a prim young man, a repressed young man, a brilliant young man, and a closeted homosexual in 1941 LA. He is, even though he's not a detective, really his vocation is detective. All of a sudden, even though we all knew World War II was coming, and rancor directed at Japanese living in LA and Japanese Americans living in LA was on the upsweep. He's unprepared for the Japanese internment, the roundups and imprisonment of Japanese Americans that occurred in the wake of the Pearl Harbor attack. He is in a great deal of shit and determined to do whatever he can to survive. Alors, Hideo Ashida est un jeune homme de 24 ans, absolument brillant, qui fait partie de la police scientifique, qui a 3 doctorats de sciences de l'université de Stanford, un type brillant qui n'est pas un détective, mais qui a cette vocation. C'est quelqu'un qui est né à Los Angeles, qui a été élevé à Los Angeles, qui est d'origine japonaise, qui, évidemment, à cette époque, on savait bien tous que la Deuxième Guerre mondiale allait arriver et le ressentiment contre les Japonais allait grandissant. Néanmoins, il n'est absolument pas préparé à cette espèce de haine qui tout d'un coup s'est soulevée, qui a mené au fait qu'on a raflé les Japonais, qu'on les a mis dans des camps et qu'ils ont été internés. Et c'est un jeune type qui fait tout ce qu'il peut pour essayer de survivre dans ce contexte. Et en plus, en 1941, ce jeune type brillant, ce scientifique brillant de la police de LA, est en plus un homosexuel qui, évidemment, ne s'est pas révélé, qui est encore dans le placard. Alors justement, on va peut-être écouter, puisqu'on va rentrer dans le cœur du vif du sujet de Perfidia, on va écouter une lecture faite par Elisabeth Vienne, des livreurs. Certains d'entre vous ont peut-être participé au bal à la page d'hier soir. Donc Elisabeth va nous lire un extrait du livre de James Ellroy, Perfidia.
On a commencé nos recherches mardi matin, dit Carlyle. Et on a trouvé 9 pauvres types qui témoigneront en tant que témoins oculaires. Ils sont tous visés par une révocation de libération conditionnelle ou par un mandat d'amener qu'on peut brandir contre eux. Ils habitent à proximité de la maison des Watanabe et ils identifieront n'importe quel suspect qu'on leur demandera de reconnaître. Dudley précise. Si l'un d'entre vous nous fournit un suspect franchement abominable et suffisamment dérangé du cerveau, celui-ci sera déclaré inapte à passer en jugement, condamné à mort après négociation et tenu au secret jusqu'au moment où un psychiatre complaisant le déclarera responsable de ses actes. Les fédéraux ont dans leur poche un médecin juif nommé Saul Lesnick. Il serait parfait pour déclarer notre type bon pour la chambre à gaz. Scotty lève la main. Écoutez, tout ça c'est nouveau pour moi. On donne des instructions aux témoins, c'est bien ça? On les guide tout au long de leur déposition? Browning et Carlyle rient. Dudley fait un clin d'œil à Scotty. Leur déposition, mon gars, je les leur dicte. J'y glisse quelques incohérences pour les rendre plus crédibles. Browning et Carlyle rient de nouveau, Scotty sourit, Vogel allume une cigarette. Bill et moi, on a dégoté 4 Japs, obsédés sexuels, tous en liberté et tous recherchés pour détournement de mineurs. Le docteur Lehman nous a dit que le groupe sanguin du séducteur de Nancy Watanabe était AB négatif. J'ai consulté le dossier des 4 types à la prison et l'un d'eux est AB négatif. Dudley reprend la parole. Je préférerais, et de loin, un coupable AB négatif, mais cela ne sera peut-être pas essentiel. Ce qu'il nous faut, c'est un fou furieux motivé par un désir sexuel incompréhensible. Je l'ai trouvé, annonce Waldner. C'est un rémouleur ambulant, nommé Fujio Fuji Shudo. Il a tiré 6 ans d'internement à Tascadero, un pénitencier qui est aussi un asile psychiatrique. Et il a été remis en liberté conditionnelle le mercredi 3 décembre. On l'a vu faire du porte-à-porte dans Highland Park en poussant sa charrette de rémouleur les 4 et 5 décembre. J'ai perdu la trace de ses déplacements après cette date, mais je parie qu'il n'a pas d'alibi pour le 6 décembre, à l'heure présumée du décès des victimes, telle qu'elle a été établie par le docteur Lehman. Il se terre dans un hôtel minable de Little Tokyo depuis l'attaque de Pearl Harbor, le Kyoto Arms, un vrai trou à rats. Il a peur de sortir à cause des rafles, bien sûr. Je connais pas son groupe sanguin, mais il me plaît bien. C'est un spécialiste des armes blanches, ancien pensionnaire d'un asile d'aliénés. Il a purgé cette peine à Atascadero pour mutilation infligée à autrui. Son surnom, c'était Pouce de bambou Shudo. Il avait kidnappé des Mexicains sans papier en 1934 et leur avait enfoncé des pousses de bambou dans le fondement. Browning frémit, Carlyle dit « Aïe !» Vogel ajoute « Ça fait mal !» et Scotty avale sa salive. Mix commente « Bon voyage, chérie. La chambre à gaz, c'est pour bientôt. » Dudley annonce « Convoquez les témoins oculaires à l'hôtel de ville à 19h précise. Je les mettrai au courant avant l'arrivée de M. Shudo. Nous avons identifié notre suspect, les gars. Soyez à l'hôtel Kyoto Arms ce soir à 8h. » On échange des sourires béats, sont suivis d'une ovation et Browning et Carlyle font tournoyer leur matraque. Merci Elisabeth, merci. Alors, ce passage évoque ce qui va se passer tout de suite. Je ne vous ai pas fait le pitch du roman, mais Perfidia donc commence le 6 décembre 1941 avec un meurtre d'une famille d'origine japonaise, les Watanabe. En effet, Ashida, qu'on a évoqué, va être sur cette enquête. Et tout de suite, c'est là où l'art et la façon qu'a James Ellroy d'exploser son récit pour nous ramener à un moment sur ses pieds et sur nos pieds devient intéressante. Et c'est là, on vient d'évoquer son nom, où un autre personnage emblématique de votre œuvre, c'est-à-dire l'infâme, l'horrible Dudley Smith, va prendre les rênes, lui aussi, une partie de l'enquête. Là, vous avez compris, on va essayer de trouver des boucs émissaires. Et dans le roman, dans Perfidia, il est beaucoup de questions ça. On cherche des boucs émissaires chez les Japonais, chez les communistes, chez l'extrême droite, l'extrême gauche. Tout le monde en prend pour son grade. Et est-ce que, voilà, c'est un bonheur et en même temps une horreur de retrouver Dudley Smith parce qu'on sait ce qu'il va faire. Voilà. Pourquoi avoir eu envie de... Parce que c'est finalement... Il est tout le temps là. C'est une espèce d'éminence grise permanente. For people who haven't read The Big Nowhere, LA Confidential, and White Jazz, Dudley Smith is an Irish-born
now American citizen, born in 1906 in Dublin, the boy slayer of British soldiers during the Irish Troubles. And he's the chief villain of the LA Quartet. And here he is as a significantly younger man. He has an affair in Perfidia with, are you ready, film legend Bette Davis. Because this was a month in LA history when big movie stars had affairs with corrupt policemen, because all class lines, racial lines, socioeconomic lines were leveled and, in fact, obliterated. Here he is in his early incarnation, evil, ambitious, tall, handsome, charming, and hung like a mule. Alors, Dudley Smith, pour ceux d'entre vous qui n'auraient pas lu le Quartet de Los Angeles, est né en 1906 à Dublin. C'est un Irlandais devenu américain qui, quand il était enfant, a tué son compte de soldats anglais pendant les troubles en Irlande. Alors, le voilà à Los Angeles, chef de la police. C'est lui, dans le premier quartet, qui est le grand méchant. Et le voilà ici, en jeune homme, beau, grand, qui séduit, tenez-vous bien, une star de Hollywood, rien moins que Bette Davis. Mais il est vrai qu'à cette époque et pendant ce mois-là à Los Angeles, il y a eu des stars de cinéma qui ont couché avec des flics corrompus. Car à cette époque, toutes les frontières, qu'elles soient sociales ou qu'elles soient économiques, avaient complètement disparu et étaient, pour ainsi dire, oblitérées. Donc voilà notre Dudley Smith, beau, grand, toujours aussi méchant et avec une bite longue comme le bras. Alors je continue sur Dudley Smith parce que, et Bette Davis parce que en fait, vous lui offrez une seconde jeunesse, hein, et ça, c'est extrêmement plaisant et jouissif à lire et à découvrir. Et en même temps, alors là, vous allez peut-être me contredire, mais vous lui créez, en fait, Dudley Smith, qui est ce personnage qui nous terrorise depuis des décennies, en fait, vous en faites un espèce de cœur d'artichaut, un grand romantique, justement, avec Bette Davis. There's a dynamic at work here. It's this. In the earlier books in which Dudley Smith appears, we're never in his viewpoint. We're never in his mind. He is a major supporting player. We never have access to his thoughts and to his soul. And here we do. He is as much a hero as he is an anti-hero. We see him demented, we see him weak, we see him frail, we see him smoking opium in a Chinatown opium den, and I give you his soul. C'est qu'il y a une dynamique là. Dans les romans précédents, on n'avait jamais accès à ce qu'il avait dans la tête. On ne voyait jamais son point de vue. Il était là et c'était un des personnages secondaires les plus importants. Ce n'était pas lui le héros. Là, c'est à la fois le héros, l'anti-héros. On rentre dans sa tête. Je lui ai donné une âme. On le voit aussi bien faible et fragile que complètement dément. On le voit en train de fumer de l'opium dans un bar à opium du fond de Chinatown. Bref, effectivement, on lui découvre une âme. Alors vous lui trouvez une âme, mais c'est un personnage emblématique de votre œuvre. C'est aussi un personnage de fiction, et vous allez l'opposer dans Perfidia, c'est ça aussi qui est intéressant. Plus anecdotiquement, je dirais, on vient d'évoquer Bette Davis, mais on croise d'autres stars d'Hollywood, on croise un pianiste, et vous l'opposez dans Perfidia, c'est ce que je trouve
particulièrement bien fait. Vous l'opposez à un véritable personnage, le chef, le véritable chef celui qui va devenir le chef de la police à Los Angeles, qui s'appelle William Parker. Comment arrivez-vous à mélanger aussi bien la réalité et un personnage de fiction? William H. Parker was unquestionably the greatest American policeman of the 20th century, and I admire him greatly. He became chief of the LAPD in 1950, 9 years after the events of this novel. He reformed it from the ground up, and he ran the LAPD for 16 years up until the time of his death in 1966. He is brilliant. He is pious. He is an intemperate alcoholic. He is a theocratic rightist and a blazingly astute political thinker with a big, unacted upon agenda with much younger women. He's about as complex as cops get. And I'm turning a stereotype on its head here because he was judged to be in the time an autocratic martinet. And I portray that aspect of him, but again, I burrow into his wild side and his soul. Without Dudley Smith as an antagonist, there can be no William H. Parker. And without William H. Parker, there can be no Dudley Smith. Alors William H. Parker est sans aucun doute le plus grand flic américain du XXe siècle. C'est quelqu'un qui est donc devenu chef de la police 9 ans après, en 1948, donc 9 ans après les événements de Perfidia, enfin, je me trompe un petit peu dans les chiffres là, et il est resté 16 ans chef de la police jusqu'à sa mort. C'est un type absolument brillant, complexe, absolument extraordinaire d'intelligence et de pertinence policière. C'est aussi un type qui est un alcoolique, quelqu'un qui a une passion qu'il a largement déployée devant les femmes, tout un tas de femmes beaucoup plus jeunes. C'est un type qui a donc ses faiblesses et ses grandeurs. Et là aussi, on peut voir pénétrer dans sa tête et ainsi accéder à son âme. Et évidemment, il avait besoin de cet antagoniste qui s'opposait à lui, le protagoniste. Il ne peut pas y avoir de Dudley Smith si on n'a pas en face de lui quelqu'un d'à ce point plus grand que nature que l'est William H. Parker, de même que William H. Parker ne peut pas exister s'il n'y a pas un Dudley Smith face à lui. Et puis, pour poursuivre un peu cette galerie de personnages, il y a bien sûr les femmes, et en particulier la femme, Kay Lake. I believe Kay Lake is my single greatest fictional creation. Kay Lake is only 21 years of age in 1941. She will go on in 1946 and 1947 to become the female lead of my latter set, but earlier written book, The Black Dahlia. In fact, she will ultimately marry Bucky Bleichert, who's the narrator of The Black Dahlia. Kay writes in a first-person diary format. She doesn't really count in an odd way. If I were to tell you how much I love her, it would be true, but it would indicate the onanistic nature of my love, since I created her and she does not exist outside of my imagination and outside of this particular book and into the book that I'm writing now. There are no real life inspirations
for Kay Lake. She does not denote one of my numerous ex-wives or women from my past. She is simply a fictional creation. To me, she represents the grit of the World War II era American woman. That era of woman's patriotism, courage, intellectual rigor, and strong moral sense. Alors Kay Lake, je crois, est le personnage de fiction que j'ai créé qui est le plus grand. Kay Lake, à l'époque de Perfidia, a 21 ans. Et c'est dans ce livre qu'elle existe. Évidemment, on la retrouve plus tard dans le Dahlia Noir, et c'est elle qui finit par épouser le narrateur du Dahlia Noir. Mais elle n'est fondée sur strictement personne. Elle sort de mon imagination, et si je devais vous dire combien je l'aime, c'est pratiquement pas possible. Elle sort donc complètement de mon imagination, mais elle représente pour moi la femme de cette époque, et surtout la puissance, la force des femmes de cette époque, leur puissance intellectuelle, leur courage, mais elle vient entièrement de moi, elle ne représente absolument pas aucune de mes nombreuses ex-femmes, ni aucune des femmes que j'ai pu croiser dans ma vie. Elle vient exclusivement de mon imagination. Et elle occupe mon livre Perfidia et celui que je suis en train d'écrire en ce moment. Alors justement, James, puisque vous avez évoqué votre prochain livre, Perfidia est sorti en France en 2015, vous travaillez actuellement sur le 2e volume de ce nouveau quatuor. Est-ce que vous pouvez nous faire nous donner envie encore de vous lire, si c'est... The second novel of the second LA Quartet begins 2 days after Perfidia concludes. The action is almost equally divided between Los Angeles and a strip of Mexico called Baja California. Dudley Smith has been commissioned as a captain in U.S. Army intelligence near the end of Perfidia, and he is assigned to the U.S. Army intelligence garrison in Baja California, where he is determined to run illegal aliens, move heroin from Mexico into the United States, and sell into American captivity the Baja resident Japanese that are being rounded up there early in the Second World War, before Mexico, then neutral, ultimately declares its allegiance to the Allied forces in May of 1942. There is a gassy murder case. There is the backwash of the Watanabe murder case. William H. Parker's a big character, Dudley Smith, Kay Lake, Hideo Ishida. Another major character is a United States Navy nurse, a lieutenant in the officer corps named Joan Conville, who is the tall red-haired woman that William H. Parker was fixated upon in Perfidia. She and Parker will meet with calamitous results. Alors, le prochain volet du prochain quatuor, donc le 2e roman, commence 2 jours après la fin de Perfidia. Donc Dudley Smith a été envoyé dans les services secrets de l'armée, dans une garnison qui se trouve au Mexique, dans ce qu'on appelle la Basse-Californie. Et là, il est bien déterminé à créer un beau petit trafic d'héroïne,
un beau petit trafic d'immigrants illégaux et a bien l'intention de vendre pour qu'ils aillent en captivité les Japonais qu'on commence à nouveau à rafler au Mexique, à cette époque où ils étaient encore neutres, car il y a fallu attendre mai 1942 avant que le Mexique se déclare en faveur des Alliés. Alors on retrouve dans notre histoire tous les meurtres et les enquêtes qui étaient en cours dans Perfidia. On retrouve Kay Lake, on retrouve William H. Parker, on retrouve Dudley Smith. Et on retrouve aussi un personnage, cette fille rousse qui obsédait William H. Parker, qu'il va rencontrer. Elle s'appelle Joan Conville. C'est une infirmière de l'armée. Elle est lieutenant dans l'armée. Et elle va rencontrer donc William H. Parker et ils vont avoir une romance, enfin une histoire d'amour qui va se terminer de manière calamiteuse. Donc, et une possibilité de sortie, vous savez à peu près... I just turned the 500-page outline of this big book into my American publisher. Look for it here in France in 2 years. Je viens de rendre à mon éditeur les 500 pages de la chose. Vous pouvez attendre avec impatience et plaisir. Dans 2 ans, ça sera ici. Donc, I'm writing as fast as I can. J'écris aussi vite que je peux. If I wasn't here in France, I'd be writing today. Voilà, si j'étais pas en France aujourd'hui, je suis en train d'écrire. Et il n'a pas fini, puisqu'il était hier à Nancy. Il sera dans 2 jours à Rennes. Je ne sais pas s'il continue après sa tournée, mais on le promène beaucoup en France en ce moment, James Ellroy. Et c'est un plaisir pour nous tous. Oui. Alors, justement, la transition est toute trouvée, parce que là, on évoque les personnages de Perfidia qu'on va retrouver dans le prochain, notamment, et qu'on connaît déjà. Mais il y a évidemment un personnage emblématique dans votre œuvre, et je trouve que particulièrement dans Perfidia, on sent votre amour et en même temps votre haine pour un personnage qui est une ville, qui est LA, Los Angeles, la cité des anges. Et je trouve qu'en particulier dans Perfidia, on retrouve une espèce de relation viscérale que vous avez avec cette ville. Vous venez de dire que là, Dudley va partir au Mexique, et donc, mais est-ce que c'était important pour vous? Parce qu'il y a un aspect très social dans Perfidia, extrêmement social, où vous démontez justement toutes les choses complètement aberrantes qui ont été faites contre les Japonais, mais contre les immigrés, et vous poursuivez. Los Angeles, qu'est-ce que c'est pour vous, Los Angeles? Many years ago, 40 years ago, someone said this to me: LA, come on vacation, go home on probation. Now, I moved out of Los Angeles many years ago. I moved back the second time I got divorced for almost 10 years, and then I've moved out of LA again. I don't want to live there. I don't love it. I don't hate it. I'm from there. I grew up there. My first historical obsession was as a 10, 11, 12-year-old with LA's historical past, criminal past. That curiosity, that fixation, mutated into a fixation, an obsession with America's historical and criminal past. The grand design of the original LA Quartet, the Underworld USA trilogy, and now the second LA Quartet is to start out in my city, move out to my country, move back to my original city, and create a cohesive geographical, psychological, spiritual, moral, physical whole. I don't hate LA. I don't love LA. I live in the LA of my imagination. It suffices for me. Not
one single incident, one single moment in Perfidia or in any of my other historically set books are meant to comment upon current Los Angeles or current America, which is one of the reasons I never answer questions pertaining to America today, American politics today, real or alleged social problems in America or Los Angeles today. Nothing stands in for anything else. Nothing refracts any other time. It's the immediacy of LA 1941 that gives Perfidia whatever power it possesses. As far as I'm concerned, it is right now January 1942. Nothing that follows January 42 yet exists. I'm not even born. Not many people in this room were born. If people in this room were born prior to January 1942, then right now they're little bitty babies who can't even read. Here's what all of this is saying concisely. These books are works of the imagination solely. I rewrite history to my own specifications. I do very little research and, in fact, hire people to do the research for me. I can't wait to get to the point where I can make it up and still retain historical credibility. These are works of the imagination. It's all fiction. Alors, Los Angeles, c'est la ville dans laquelle je suis née, c'est la ville dans laquelle j'ai grandi, c'est une ville dans laquelle j'ai vécu et puis que j'ai quittée. J'y suis retournée après mon deuxième divorce, j'y ai vécu 10 ans et puis j'en suis repartie. Le Los Angeles que vous voyez dans mes livres n'est en aucune façon le Los Angeles d'aujourd'hui, c'est celui de 1941. Il faut bien comprendre que ce que j'essaye de faire, le grand dessin EIN, de toute mon œuvre, qu'il s'agisse du premier quatuor de Los Angeles, qu'il s'agisse de la trilogie qui a suivi, qu'il s'agisse du quartet que je suis en train d'écrire maintenant, j'ai voulu historiquement commencer par ma ville, commencer par l'histoire de ma ville, le moment historique de ma ville, l'étendre au moment historique de mon pays, puis revenir à ma ville et en raconter l'histoire, qu'elle soit géographique, sociale, politique, de tous les points de vue morale, tous les points de vue que vous pouvez imaginer. C'est cela, ce moment précis d'histoire que j'ai voulu rendre. Cela ne ressemble en aucune manière au Los Angeles d'aujourd'hui. Ça n'a aucune intention de vouloir être la métaphore d'une histoire de Los Angeles, du Los Angeles d'aujourd'hui. C'est une œuvre d'imagination et c'est la raison pour laquelle je ne réponds jamais aux questions qu'on me pose sur la politique américaine aujourd'hui et les questions sur la ville de Los Angeles d'aujourd'hui. Cela ne m'intéresse pas. Pour moi, aujourd'hui, on est en janvier 1942. Je ne suis même pas encore née. La plupart des gens qui sont dans cette pièce ne sont pas encore nés. Et ceux qui étaient nés en janvier 1942, c'était des petits bébés ou des petits-enfants. C'est cela, c'est ce moment-là de Los Angeles dont je veux raconter l'histoire. Et ça sort tout droit de ma tête. C'est une œuvre de fiction, c'est une œuvre d'imagination. Ça ne raconte pas la réalité, ça raconte mon histoire de Los Angeles à cette époque-là. Et alors, le temps passant, merci beaucoup. Le temps passant, ça va être ma dernière question. Et vous dites, en effet, moi je comprends et je respecte ça, que vous n'évoquez pas la politique, et tant mieux, tant mieux. Mais par contre, moi je vais vous rendre un hommage et en même temps rendre hommage à votre éditeur.
Cette année, on fête les 30 ans de Rivage et on fête aussi, ça fait 30 ans que votre premier roman a été publié chez Rivage en France. Voilà. Et vous avez fait vous vivez en janvier 42 en ce moment, et pourtant vous êtes un peu ouvert sur le monde puisque vous avez fait quelque chose l'année dernière, en fin d'année, juste après les événements qui ont ensanglanté Paris, après le 13 novembre. Vous avez donné une grande partie de vos droits français, je crois 25%, mais c'est important, pour les victimes des attentats. Donc en fait, quand vous dites que vous vous intéressez peu au monde, en tout cas vous vous intéressez à la France, et grâce à votre éditeur Rivage, voilà, et je tenais à vous remercier publiquement pour ça, parce que voilà, vous pouvez l'applaudir. Et son éditeur est là, François Guérif. Merci à François Guérif de nous avoir amené James Ellroy, de nous l'avoir fait connaître. Et puis, je voudrais remercier Jérôme qui a fait une magnifique interview, Jérôme Dejean de la librairie 1000 pages. Et je voudrais qu'on salue aussi la performance absolument incroyable de Dominique Chevalier. Et surtout, un grand merci à James Ellroy. Bien sûr. Bravo. Merci. Juste une dernière chose, on n'a pas dit que le livre était traduit par Jean-Paul Gracias. C'est important de signaler. Merci à tous pour votre attention. Ce café littéraire se termine. Il va réouvrir dans quelques minutes jusqu'à 20h ce soir avec 3 autres auteurs qui